Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Exemple de réussite. Cette émission qui reçoit pour vous des personnes qui sont devenues des modèles de réussite dans leur profession. Aujourd'hui, je suis très ravie de recevoir M. Baïdi Haribo, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, ancien directeur du Fonds minier et ex-directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale, aujourd'hui député à l'Assemblée nationale. Avec lui dans cette émission, il sera question de savoir comment a-t-il réussi à faire du succès dans ses activités, quels ont été les problèmes auxquels il a été confronté dans l'exercice de ses différentes activités, mais aussi les méthodes utilisées pour surmonter à ces problèmes. Alors, fidèles téléspectateurs, grâce à cette émission, vous saurez quel chemin emprunter pour y arriver à vos objectifs à travers notre invité du jour. Avant de commencer cette émission, nous allons tout d'abord souhaiter la bienvenue à notre cher invité. Honorable, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir et merci de m'avoir invité sur ce plateau, vraiment pour parler autre chose que la politique. Et je pense que votre émission est à encourager parce que ça permet, n'est-ce pas, à cette nouvelle génération et ça permet aux Guinéens dans l'ensemble d'apprendre à connaître souvent certaines personnalités publiques qu'ils côtoient tous les jours et puis qu'ils comprennent que la Guinée aujourd'hui, n'est-ce pas, est un pays ouvert et que franchement il y a une opportunité pour tout un chacun de nous et que nous pouvons travailler dans le sérieux pour faire en sorte que nous donnons, nous indiquons le chemin de réussite à ceux qui viennent après nous, à nos enfants, à nos frères, et pour savoir que rien n'est donné dans la vie. Avant d'entrer dans le vif du débat, parlez-nous de votre parcours scolaire et universitaire. Je suis né à Kaloum, et particulièrement dans le quartier qu'on appelle Mankepa, avant, au temps de la Révolution, qu'on appelait Dramé Omar. J'ai fait mes études à l'école du centre, parce qu'à l'époque, on disait qu'il fallait avoir 7 ans pour commencer à aller à l'école proprement parler, c'est-à-dire l'école primaire. Donc, après, j'ai été accepté à l'école primaire de Saint-Darvalia. À l'époque, on l'appelait 22 novembre, n'est-ce pas? Et c'est là où j'ai fait mes études primaires. Et après, là-bas, j'ai été accepté au collège Château d'Eau, que nous, à l'époque, on appelait 14 mai. C'est là-bas où j'ai fait mes études secondaires jusqu'au niveau bac. Par la suite, j'ai été orienté pour un premier temps à l'Institut agronomique, je crois, de Somphonia, chose que je n'aimais pas à l'époque. Mais j'étais obligé de m'y faire jusqu'en 1984, quand l'armée a pris le pouvoir après la mort du premier président Sékou Touré. Il y a eu la réforme, la première réforme de l'éducation où on a supprimé les instituts agronomiques. On a été redéployé après en propédeutique de première année de faculté à l'université Gamma Label Nasser. Et c'est de là, je crois, en 87, que j'ai bénéficié d'une bourse d'études au Maroc, où j'ai intégré l'université Ben Abdallah de Fès, la faculté de droit et de Sciences Po de Fès, jusqu'au niveau DEC, c'est-à-dire diplôme d'études générales en droit. C'est après ça que j'ai été orienté à Rabat, puisque je me suis spécialisé en relations internationales. Comme il n'y avait pas la spécialisation de relations internationales à Fès, j'ai été orienté à Rabat, à la faculté Mohamed V de Rabat, la faculté de droit, où j'ai obtenu ma licence en droit et option relations internationales. Ça, c'était en 92. Et après mes études universitaires au Maroc, je suis rentré à Conakry, où j'ai fait un test d'intégration à la Banque centrale de la République de Guinée.
C'était en 1993, précisément, je crois, le 1er mars. Donc, j'ai fait mon cursus professionnel, c'est-à-dire mon départ de cursus professionnel à la Banque centrale jusqu'en 2007, où j'ai gravité les échelons et les postes de responsabilité jusqu'au niveau sous-directeur au département d'échange. Donc c'est à partir de là, en 2007, j'ai eu la promotion d'être coopté au gouvernement de consensus du Premier ministre Lansana Kouyaté en 2007, je crois après les événements que la Guinée avait connus à l'époque. J'ai été ministre de la Jeunesse, Culture et Sport. Et après le gouvernement, je suis revenu à la Banque centrale comme conseiller chargé des questions de change en 2009. Après, conseiller chargé des questions d'exploitation. Et c'est de là-bas qu'on m'a nommé directeur général de la Caisse de sécurité sociale en 2009-2010. Et en août 2010, je crois, j'ai été nommé directeur général du Fonds de promotion et de développement minier, poste que j'occupais jusqu'à 2011, je crois, février 2011. Et après ça, je me suis un peu retiré de la vie publique. Et par la suite, je suis revenu maintenant dans la vie publique, mais cette fois-ci, m'engageant en politique au compte de l'UFR, d'abord en tant que président de mon propre parti, l'Alliance des forces d'avenir de Guinée, AFAG, et que j'ai fusionné avec le parti de M. Sidia Touré, c'est-à-dire l'Union des forces républicaines. J'occupe maintenant le poste de secrétaire exécutif, et sous la bannière de quel parti j'ai été élu député uninominal de Kaloum en 2013. Et aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, je suis à l'Assemblée nationale comme député et aussi comme membre du bureau exécutif de l'Assemblée nationale. Voilà succinctement cette carrière publique. Pourquoi, après vos études au Maroc, vous êtes rentré en Guinée pour servir ici? C'est par amour pour mon pays. Vous savez, c'est un choix. C'est une très bonne question. Hein? Parce que quand on a fini, certains de mes amis hésitaient de rentrer, donc ils ont voulu partir ailleurs, d'autres sont restés sur place au Maroc, d'autres ont préféré continuer les études jusqu'à niveau doctorat et consort. Mais comme j'étais boursier de l'État guinéen et que c'est la Guinée qui m'a envoyé au Maroc et que c'est la Guinée qui a vraiment presque payé mes études, donc franchement il n'y avait pas d'autre raison que je quitte mon pays pour aller vendre ma force de travail ailleurs. Je me voyais mal d'aller ailleurs si ce n'était pas dans mon pays. Si je devrais souffrir, je devrais souffrir ici. Alors aujourd'hui vous êtes député à l'Assemblée nationale. Dites-nous pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans la politique? Écoute, je suis arrivé en politique non pas par hasard, mais par une succession de faits. D'abord, j'étais un observateur avisé de la vie publique de notre pays et la vie politique quand j'étais étudiant, n'est-ce pas? J'étais aussi à la Banque centrale. Vous savez, la Banque centrale est une institution, n'est-ce pas, financière qui est au carrefour de l'économie de notre pays. Donc, qui parle de l'économie parle de la politique. Donc, en fait, de là, vous avez un aperçu général sur la situation de votre pays et vous vous rendez compte jusqu'à quel niveau le pays vraiment a besoin d'avoir de la compétence et de la rigueur et du patriotisme au niveau de ses cadres pour que puisse aller devant. Donc je me suis dit que quelque part après une dizaine d'années, une quinzaine d'années au service de l'État, en tant que commis de l'État, il était de mon devoir aujourd'hui de participer au débat politique. Je me suis lancé en politique vraiment
pour donner le maximum de moi-même à mon pays. Quelles sont les différentes activités que vous avez menées au cours de votre vie professionnelle? Bon, écoutez, j'ai été jeune ici à Conakry. On a mené plusieurs activités. D'abord, j'étais à côté de mes activités estudiantines ou peut-être scolaires. Je jouais au foot, comme tous les jeunes de Conakry. J'ai commencé dans les rues pour finir à l'époque dans le club de notre commune, la Escaloum. Par la suite, d'ailleurs, j'ai été président de ce club. Et aussi, j'ai participé à beaucoup de vies associatives. Je n'ai pas connu une vie en rose, contrairement à mes enfants qui sont tranquilles aujourd'hui. Quand j'étais jeune, j'ai été privé de l'amour paternel et maternel très tôt, parce que mon père a été arrêté ici en 1971, après l'agression du 22 novembre, et ma mère, vous comprenez. Donc je me suis vite adapté à la vie de combat, puisque à l'absence de tes parents, tu vivais, n'est-ce pas, au quotidien, en affrontant les difficultés. Donc je me suis fait depuis cette époque et ça m'a donné une certaine façon de comprendre le monde. Parfois, comment vous parvenez à surmonter ces problèmes? Non, il n'y a pas d'alternative pour surmonter ça. Il faut s'y faire, avoir le dos large. Notre cœur est trop petit, surtout le mien. Il est trop petit pour garder la haine et le mal d'autrui. Donc je me suis dit que quelque part, quoi qu'on fasse, un jour on va mourir. Et que en partant, tu n'amènes pas tout ce que tu as ici, sur cette terre. Tu vas laisser, tu iras avec ton linceul devant ton Seigneur qui va te demander un jour ce que tu as eu à faire dans cette vie. Je ne me concentre que sur l'essentiel et concentrer mes énergies sur ce que les gens peuvent avoir comme bénéfice dans la vie, non pas ce qui désunit ou ce qui détruit. Fidèles téléspectateurs, si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes dans votre émission Exemple de réussite, ici sur ce plateau avec M. Baïdy Haribo. Alors restez toujours avec nous, nous allons vous faire parvenir quelques propos de nos intervenants dans le cadre de la réussite professionnelle de M. Baïdy Haribo. Voilà, fidèles téléspectateurs, comme vous venez de suivre tout à l'heure l'intervention de nos intervenants qui nous ont aussi donné leur point de vue par rapport à la réussite de M. Baïdy Haribo. Alors nous allons encore revenir sur notre plateau. M. Baïdy Haribo, dites-nous comment est-ce que vous êtes vraiment parvenu à faire du succès dans vos activités?
Non, il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas eu que le succès. Comprenez? La seule chose qu'il ne faut pas accepter, c'est l'inaction. Je préfère faire beaucoup d'erreurs dans ma vie et répéter ces erreurs, mais que de rester passif à l'action nocive de la société. Il faut agir dans la vie. Même si vraiment vous pensez que ce n'est pas vite gagné, il faut essayer. Et cela, quand on se bat, quand on s'engage dans une action, d'abord on doit être sûr que nous le faisons pour le bien. Quand on se bat pour une cause, il faut qu'on soit convaincu que cette cause est la bonne. Non pas rentrer pour des intérêts personnels. Vous comprenez? Alors pour moi, ma force motrice dans mon itinéraire, c'est ça. Je pense que la première réussite de l'homme d'abord, c'est de croire en lui. Le second, c'est le sérieux. Éviter la facilité. Ce que je dis, il n'y en a pas aujourd'hui quelqu'un qui a réussi, n'est-ce pas, dans son parcours et qui n'a pas affronté des épreuves. Souvent, Dieu, n'est-ce pas, aime mettre les gens à l'épreuve pour savoir est-ce qu'ils sont convaincus eux-mêmes de ce qu'ils sont en train de faire. C'est un exemple pour tout le monde. Nos prophètes, paix et salut sur eux, ont connu la même chose. Nos pères, avant de devenir ceux qu'ils ont été, et avant de nous donner naissance et peut-être même de nous indiquer comment nous comporter dans la vie, ils ont vécu cette expérience. Ceux qui arrivent en politique et qui réussissent. Alors, quelle est aujourd'hui votre ambition pour la jeunesse guinéenne? L'ambition, elle est toujours la même, depuis que moi aussi j'étais jeune. C'est que je veux voir cette jeunesse se responsabiliser davantage, participer de manière positive à la vie publique aussi, face aux défis qui s'imposent à eux. Je pense qu'ils doivent redoubler d'efforts et mieux que ça, abandonner la facilité et puis penser que l'impossible n'est pas possible. Parce que quand on veut, on peut. J'ai vécu des épreuves qui m'ont donné l'assurance qu'on peut avoir un objectif dans la vie si on se prépare à cela et qu'on s'y met très tôt avec le sérieux. On peut arriver. Donc les jeunes doivent comprendre que aujourd'hui, les choses ne sont pas faciles comme hier et que ce qui risque d'arriver et ce qui d'ailleurs va arriver, c'est même pas risque, c'est que tous les jours que le monde avance aujourd'hui avec cette mondialisation de l'économie, avec les facteurs exogènes qui influencent vraiment les données qu'on a dans notre société, rien ne va se donner de manière gratuite. Tout se gagne dans le combat. Il ne faut pas voir Baïdy Haribo à ce stade pensant qu'il est arrivé ici dans la facilité. Non. Avant l'obtention de ma bourse d'études, je descendais au port, franchement. J'embarquais les sacs de riz là-bas du bateau, je comptais, je faisais le contrôleur, j'acheminais sur le camion les sacs de riz jusqu'au magasin à Coléa. Chers téléspectateurs, votre émission Exemple de réussite touche à sa fin à travers la RTG Boulbiné, votre télévision de proximité. Aujourd'hui, vous avez constaté la présence de notre invité, M. Baïdy Haribo, qui nous a parlé de ses différentes activités et comment il est parvenu à réussir dans sa vie professionnelle. Alors, j'espère que vous avez trouvé de l'intérêt dans ce numéro. Merci pour l'attention. Je compte vous retrouver très prochainement, toujours au compte de cette émission. Merci.